Moi, je vais être rentré pour 21h05 à Dagon. Et tu parles dedans. J'avais des lunettes. C'est mieux là? Pardon. Écoutez, avant de débuter ce conseil communautaire, je voudrais vous proposer que nous nous levions pour respecter une minute de silence pour les personnes qui sont décédées lors des attentats précédents. Je vous remercie. Je vais demander à Marie Lasserre, Marie Lasserre est absente, à Madame Joachina Wenberg de faire l'appel nominal, s'il veut bien. Merci. Bonsoir à tous. Alors, Andrieux, Courbin, Marie-Claude. Auroy, Pétou, Thierry. Oui. Bancal, Fatia. Bassi, Georges. Bail, Josie. Benfedoul, Adib. Blandin, Francis. Bonamy, Jean-Claude.
Bordenave, Christian. Bourdin, Sébastien. Braco, Céline. Capuron, Didier. Castin, Anthony. Caston, Alain. Caz, Jean-Pierre. Chapelet, Jean-Jacques. David Bordier, Christophe. Delair, Arnaud, donne pouvoir à Pascal Yabast. Delfieux, Michel. Delmarès, Frédéric. Delteil, Pascal. De Salles, Jean-Louis. Destambes, Michael. D'Orange, Michel. Dreuil, Jean-Michel. Dubois, Robert. Dupuis, Olivier. Fort, Jean-Pierre. Fauvel, Paul. Filet, Lionel. Fradin, Stéphane. François, Christine donne pouvoir à Hélène Lehmann. Fray, Roland. Frêle, Lionel donne pouvoir à Julie Tégérisot. Gauthier, Christophe. Goubi, Cyril. Gouze, Didier. Guichard, Emmanuel. Jean-François. Kerdraon, Joël. Laroche, Catherine. Lasserre, Marie donne pouvoir à Michael Destambes. Lehmann, Hélène. Léturgie, Marc. Liabast, Pascal. Lougras, Cédric. Malga, Florence. Mamès, Luc. Molton, Marjorie. Mouhoubi, Farida. Donne pouvoir à Joël Kerdraon. Madame Moubi. Papatanasios Francis, représenté par Maryse Roche. Plazzi Alain. Portolan Jean-Claude. Potron Marie-Guise. Pradier Serge. Prévost Pascal. Priolo Jonathan. Prola Éric donne pouvoir à Alain Plazy. Puis Poncher Philippe. Rabat Daniel. Rouen Laurence. Ruet Fabien. Scotty Marie-Hélène. Serra Ogbona Marion. Simonet Jacqueline donne pouvoir à Fabien Ruet. Tégérisot Julie. Thérault Michel. Trapi Nathalie donne pouvoir à Thierry Auroy-Pétou. Trapi Gérald donne pouvoir à Christian Bordenave. Vergnol Patrick. Vicentini René donne pouvoir à Pascal Delteil. Et moi-même, Weinberg Joaquina, présente. Merci beaucoup. Je vous propose de, comme secrétaire de séance, Christian Bordenave, si d'accord, et si vous l'acceptez aussi. Merci. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal de la séance du 21 septembre? Il n'y en a pas. Je vais proposer aussi de modifier légèrement l'ordre du jour sur le dossier numéro 5, la réduction des fonds de concours, puisqu'on a des dossiers qui nous sont parvenus un petit peu entre-temps. Donc l'idée, c'est de permettre aux communes au maximum de bénéficier de cette aide dans le cadre du plan de relance pour que les choses aillent au plus vite. Donc vous avez là, sur table la nouvelle liste des communes concernées et pareil pour les commissions communautaires donc, qui sont mises sur table avec ces tableaux assez exhaustifs des membres qui se sont proposés pour participer à ces commissions. Est-ce qu'il y a des objections à ces modifications sur table? Il n'y en a pas, je vous en remercie. Et je vous propose de passer la parole à Jean-Jacques Chaplet pour le point numéro 1 et la décision modificative. À moins qu'il y ait des prises de parole. Mais tu peux le faire maintenant, Thierry, si tu veux. Bien. Merci, Monsieur le Président.
Voilà, en ma qualité de maire de la Monzie-Saint-Martin, j'ai été interpellé ce week-end par les commerçants qui sont, par ce confinement, fermés et ont demandé, en ma qualité de maire, de voir pour un arrêté municipal demandant de rouvrir ces commerces. Je leur ai expliqué que la situation était... Plus fort? Bon, je vais baisser ça. Bien, excusez-moi. Donc j'ai expliqué aux commerçants de ma commune qu'un arrêté n'arrangerait rien les choses, c'est-à-dire qu'il serait caduc par la préfecture et deuxièmement, les commerçants risquaient d'avoir une amende de 135 € et voire une fermeture administrative. Donc aujourd'hui, je profite de cette occasion pour interpeller Madame Josie Bail que j'ai eue aujourd'hui, pour voir quelle serait la méthode à prendre, étant donné que nous voyons ce jeudi le préfet, pour essayer, tout en perdons pas le souci qu'il y a cette pandémie et d'oublier ce confinement. Je pense que certaines entreprises, notamment des commerces de coiffure, esthéticiennes, etc., ont, depuis le déconfinement, mis en place dans leur établissement des barrières sanitaires satisfaisantes. Je pense qu'on n'a pas eu de soucis avec ces commerçants et d'autres. Donc je pense que ce serait une bonne idée d'interpeller le préfet ce jeudi pour lui demander éventuellement de revoir avec les maires de chaque commune, au cas par cas, pour éventuellement une réouverture ou une ouverture de leur établissement en appliquant bien sûr un protocole sanitaire strict qui permettrait à ces gens de pouvoir travailler dans de bonnes conditions tout en respectant bien sûr les barrières sanitaires. Voilà, je ne sais pas si d'autres élus ont été interpellés, mais j'ai appelé ce matin, j'ai reçu ce matin avec mes adjoints donc ces commerçants dans ma commune pour leur expliquer, leur dire que ce soir, il y avait un conseil communautaire et je profiterai pour poser la question à l'ensemble de mes élus et de poser la question à Josie Bail, éventuellement, qui connaît bien ce sujet, quelle serait la méthode à suivre, sans oublier, bien sûr, qu'on est dans une période de confinement et je comprends qu'aujourd'hui, avec la problématique de cette pandémie, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà, donc voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire ce soir. Profiter de la situation de ce soir entre les élus ici présents et surtout la venue du préfet pour essayer de lui proposer ou de discuter sur une ouverture de ces commerces qui ont quand même un souci après 3 mois d'activité, se revoir refermés aujourd'hui en zone rurale, mais je pense aussi le centre-ville de Bergerac a les mêmes problèmes. Voilà, Président, je voulais dire ce soir. Moi, je vous propose qu'on ait un débat assez bref sur le sujet qui a alimenté beaucoup les chaînes d'infos, mais voilà, la parole vous est donnée. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il faut faire très attention sur ce domaine, c'est-à-dire qu'on aurait tous envie de dire à nos commerçants, rouvrez vos boutiques, on aurait tous envie de dire à nos citoyens, allez-y, reprenez votre vie d'avant. Et pourtant, la situation sanitaire, la pandémie actuelle, la crise de la Covid-19 est plus importante que jamais. Aucun pays n'avait prévu à l'explosion du nombre de personnes atteintes du Covid. Juste quelques chiffres en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital et mes chers collègues, si ce week-end, avec le réseau Ville-de-France, c'est-à-dire les maires des strates de communes entre 10 000 et 100 000 habitants, où les maires sont également présidents des conseils de surveillance de l'hôpital, c'est que nous sommes au quotidien en relation avec les directeurs, directrices des hôpitaux de France et qui nous font part, j'étais encore ce matin avec Madame Motte, la directrice de l'hôpital de Bergerac, pour faire un point avec elle, et les points sont alarmants. Ils sont alarmants parce que nous avions ouvert 7 lits aux urgences de Bergerac pour la Covid-19. Nous les avons passés la semaine dernière à 14 lits, et aujourd'hui, nous avons encore ouvert pour arriver à 18 lits. À chaque fois qu'on ouvre des lits, c'est parce que les lits précédents sont pleins. On avait perdu l'autorisation d'avoir une unité de réanimation en 2007 à Bergerac. Avec Madame Motte, la chef d'établissement, nous avons demandé à nouveau d'avoir cette
unité de réanimation. Et donc, elle va ouvrir à Bergerac, puisqu'aujourd'hui, les urgences de Périgueux, l'hôpital de Périgueux, a plus de 10 cas en réanimation. Et donc, une fois que l'ensemble des réanimations de Périgueux seront pleines, les malades arriveront sur le site de l'hôpital de Bergerac. Et donc, nous devons faire attention aux propos qu'on peut tenir avec l'ensemble des commerçants. Je les ai reçus vendredi après-midi, les associations des commerçants du centre-ville de Bergerac, et également de la zone périphérique, route de Bordeaux, la Cavaille, pour échanger avec eux. Leur dire qu'il est évident que les maires que nous sommes doivent tout mettre en place pour casser la courbe de la pandémie. Alors, le président de la République a annoncé un confinement d'1 mois avec la possibilité, d'ici 15 jours, de faire un point. On a compris avec l'intervention du Premier ministre hier soir, pour ceux qui l'ont regardé sur TF1, qu'ils ne reviendront pas en arrière sur ce confinement qui, pour eux, est la seule solution. Le président de la République a annoncé qu'il pourrait y avoir, si on ne prenait pas de mesures sanitaires, 400 000 morts en France. Alors bien sûr, il y a dans cet arrêté, dans ce décret ministériel, il y a quand même des règles incompréhensibles et justes. Et il est évident que si on veut que l'ensemble des Français prennent ces mesures comme justes, comme possibles, comme compréhensibles, il fallait en revoir certaines. Avec Ville-de-France et le réseau des maires, on a décidé d'interpeller le Premier ministre sur les produits non essentiels, les produits essentiels, la définition de ces produits et la possibilité pour les supermarchés de fermer certains rayons de façon à ce qu'ils soient sur une même égalité de traitement, sur un respect, sur un principe de respect d'égalité. Alors c'est un choix qui est fait à partir du moment où on prend en compte que le président, le Premier ministre ne reviendront pas sur ce confinement. Donc mettons-nous en ordre de marche, en ordre de bataille, de façon à ce qu'on puisse avoir ce confinement le plus court possible et faire baisser cette pandémie. Alors à Bergerac, on met quelques dispositifs en place de façon à accompagner nos commerçants. Le click et collect, qui permettra d'avoir une carte sur le site de la ville de Bergerac avec l'ensemble des magasins de la ville et qui permettront de pouvoir acheter soit par téléphone, soit par Internet à nos commerces locaux. On essaye d'accompagner aussi nos commerçants. On accompagnera très rapidement le restaurant sous la halle du marché couvert pour inciter les bailleurs à faire de la gratuité à leurs commerçants. Et bien, la ville de Bergerac montrera l'exemple en faisant 1 mois de gratuité à son restaurant de la halle du marché couvert. Et puis Bergerac doit jouer son rôle dans cette crise sanitaire. Jouer son rôle, c'est accompagner. Alors accompagner, on peut être pour ou contre l'étiquette politique du gouvernement, on peut être pour ou contre certaines lois qui ont été adoptées. Par contre, dans cette crise, je crois qu'il faut qu'on soit tous unis, tous solidaires, et sur cette pandémie-là, qu'on mette ensemble des actions concrètes. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je ne voulais pas être trop alarmiste sur la partie hospitalière, mais il faut vous donner des chiffres. Il faut vous dire que ce week-end, dans le respect médical, on peut vous dire qu'il y a de nombreux tests qui ont été faits encore vendredi et samedi au drive de l'hôpital de Bergerac et qu'on n'a jamais eu des chiffres aussi importants de personnes atteintes du Covid. J'ai commencé mon intervention en disant que j'aimerais pouvoir dire aux commerçants « rouvrez demain », j'aimerais pouvoir dire aux citoyens « reprenez votre vie d'avant », mais s'il vous plaît, ne leur donnons pas un espoir qu'on ne pourra pas tenir. Alors j'entends les commerçants qui nous disent « oui, j'ai des salariés, j'ai du chiffre d'affaires à faire, on a fait rentrer tout notre stock pour les fêtes de fin d'année. On a sorti de la trésorerie. À quel moment on va pouvoir constituer notre marge pour se refaire cette trésorerie ?» J'entends. Et je suis aux côtés des commerçants, je suis aux côtés de certaines professions également, des artisans. Mais on ne peut pas non plus leur laisser un espoir qui n'existe pas, maintenant que le gouvernement, que le Premier ministre, que le Président de la République ont annoncé qu'ils ne reviendront pas sur ce confinement. Alors accompagnons nos commerçants, accompagnons nos artisans et espérons, mettons tout en œuvre pour que ce confinement soit le plus court possible.
Oui, Alain. Oui, ça marche. Je voudrais ça marche, oui, oui. Je voudrais intervenir donc au titre des communes rurales par rapport à l'association des maires ruraux. Donc bien sûr, nous n'avons pas attendu au niveau national pour intervenir auprès du Premier ministre. Alors je vais pas vous lire toute la page qui est consacrée au soutien aux commerces ruraux, mais je vais simplement vous dire deux choses. La première, c'est que dans le premier confinement, l'association a versé sur le biais d'une fondation 250 000 € à des commerces locaux. Donc en Dordogne, moi j'ai distribué une quinzaine de chèques de 1 500 € pour aider des commerces ruraux. Vraiment, la MRF est très inquiète justement sur les acteurs économiques locaux qui font vivre certainement sûrement le cœur des villages. Et c'est vrai que ça inquiète vraiment tous les maires ruraux. C'est pourquoi je vais vous lire seulement ce que la MRF demande, notamment que soit étudié en concertation effective avec tous les protagonistes, dont les élus locaux, avant la mi-novembre, les futures décisions annoncées par l'État pour que le droit d'agir des communes dans le cadre de compétences qui leur ont été ôtées par la loi devienne effectif et réponde aux besoins de réactivité et de subsidiarité dont sont capables les maires. C'est très important parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, beaucoup de maires ont pris des arrêtés et c'est le préfet pratiquement tous les préfets ont annulé ces arrêtés. Il faut que ça cesse et il faut qu'on écoute les maires parce que ce sont ceux qui sont le plus proches des commerçants et des concitoyens. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Alain. Bon, écoutez, on a tous compris le dilemme qui nous est proposé, c'est économie avec le pendant sanitaire. Je crois que avec un peu de recul et un peu de sang-froid, on s'aperçoit que ce qui se passe au niveau sanitaire est sans doute pire et plus long que ce qui s'est passé au mois de mars-avril. La difficulté, c'est que perdre de l'économie au mois de mars-avril, ça n'a pas la même résonance que de perdre en termes de chiffre d'affaires novembre et décembre. Chacun sait que novembre et décembre, pour les commerçants, c'est 25-30%, voire plus, du chiffre d'affaires. Évidemment, c'est quelque chose qui peut sonner le glas de certaines entreprises, et nous y sommes tous sensibles. Ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas, en termes prioritaires, proposer un dilemme à nos soignants, choisir les gens qu'on peut soigner. Certains non, certains oui. Des gens qui ont besoin d'opérations urgentes, on leur propose des opérations différées. Tout ça n'est pas possible. Donc ça, c'est par rapport aux valeurs de la France, c'est la priorité. Ce que nous pouvons solliciter, nous devons solliciter, c'est que, à l'issue de ce tunnel de la pandémie, l'État et la société et la solidarité nationale, régionale et locale soient aux côtés des commerçants pour qu'ils puissent se relever. Je crois que nous devons fixer des priorités. La priorité, c'est l'aspect sanitaire. Je crois que nous l'avons tous compris. Ce que je déplore, c'est qu'au mois de mars-avril, une certaine unité nationale s'était constituée autour de cet objectif, et qu'aujourd'hui, et c'est largement compréhensible, puisque après avoir subi un tsunami économique, les commerçants et les petites entreprises, et croyez-le bien, je sais de quoi je parle, sont soumises à nouveau à rude épreuve et ne voient pas les perspectives. Ce que je veux retenir de l'intervention du Premier ministre d'hier soir, c'est que des mesures fortes seront proposées aux commerçants pour qu'ils puissent se relever. Mais nous aurons tous aussi individuellement un rôle à jouer. C'est en tant que consommateurs que nous aurons ce rôle à jouer. C'est demain comment nous allons faire en sorte que ce rebond économique soit suffisant pour que ces petits commerces que nous soutenons tous dans l'adversité puissent se relever. Donc je crois que gardons notre sang-froid. Aujourd'hui, il y a des décisions qui sont de l'ordre de la compétence nationale. La fermeture et l'ouverture des commerces et la libre possibilité de circuler dépend de cette règle régalienne, et je crois que nous devons tous la respecter. Le temps viendra des mesures compensatoires et des mesures que nous devrons collectivement engager pour relancer l'économie sur notre territoire.
Et ça passera évidemment par la priorité que nous avons tous en tête à travers nos petits commerces et nos commerces dans nos communes, dans le cœur de la ville de Bergerac, parce que nous savons tous que ces commerces sont la base du lien social qui est important pour nous. Et je crois que le temps viendra de la deuxième étape, mais l'urgence, c'est l'urgence sanitaire. Voilà, donc je crois qu'on doit tous être raisonnables et soyons rigoureux pour que ce temps de confinement soit le plus court possible et qu'on puisse espérer avoir des fêtes de Noël les moins circonscrites possibles. Merci à vous. On va rentrer maintenant dans l'ordre du jour et je vais passer la parole à Jean-Jacques Chapelain. Oui, merci Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je reprends le flambeau de l'ordre du jour de ce soir et le premier point concerne donc la décision modificative numéro 3 en l'occurrence concernant le budget principal. Donc il vous est proposé d'adopter les modifications budgétaires que vous avez dans le tableau suivant. En recettes de fonctionnement, ces écritures budgétaires ont pour objet d'intégrer les écritures liées à l'exercice de la compétence en direct transport scolaire à partir du 1er septembre, autrement dit le dernier trimestre 2020, soit le premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021. En dépenses de fonctionnement, les crédits ouverts au chapitre 011 concernent essentiellement la réaffectation des crédits utilisés pour l'achat de masques dans le cadre de la crise sanitaire. Le compte 611 concerne la réactualisation tarifaire du marché de collecte des déchets ménagers. 426 000 € sont ouverts pour financer les lignes de ramassage pour le transport scolaire. Et l'équilibre de la section de fonctionnement est atteint par une diminution des crédits pour les dépenses imprévues en fonctionnement à hauteur de 194 088 €. Donc si je reviens dans le tableau que vous avez sur la page 1, vous allez trouver les 80 000 € au chapitre 611 qui concerne donc le contrat des ordures ménagères. On avait fait un avenant d'une année pour faire coïncider tous les contrats et les mettre à la même échéance pour les renouvellements de marché. Et donc, voilà, c'était cette écriture qui n'avait pas été budgétée qui a lieu d'inscrire ce soir. Sur le transport scolaire, on va trouver en dépense donc 426 000 € au 62,47. Ça, c'est une dépense, mais qui est compensée en partie par une recette qui est donc les 58 000 € plus les 28 412 € plus les 286 000 € et les 10 000 € au 74 et 70. Voilà ce que je pouvais dire sur la section de fonctionnement. Pour équilibrer cette section, eh bien, on va piocher à hauteur de 194 088 au 0,22 sur les dépenses imprévues pour équilibrer la section. En section d'investissement, donc 111 800 € sont prévus pour des travaux supplémentaires sur la voirie communautaire et ceux-ci sont financés par une diminution des crédits ouverts au chapitre 204 pour la participation au fonds de soutien économique initié par le département. Et là, vous l'avez en haut de la page, la section d'investissement, où on retrouve donc les 111 800 € compensés par les 11 208 à laquelle on ajoute les 100 592 € sur des travaux de voirie en prévision. Voilà, Président, ce que je voulais dire sur cette DM. S'il y a des questions, je vous donne la parole. Je voudrais faire juste deux petits commentaires sur ces décisions modificatives. Le premier, vous apparaît de manière assez évidente que le coût du transport scolaire augmente de manière significative. Ça, c'est le résultat d'un lissage au niveau régional sur l'harmonisation des tarifications sur l'ensemble des départements. Donc, certains départements avaient instauré la gratuité sur les transports scolaires. Donc, évidemment, ce lissage a un impact à la baisse pour le budget communautaire de notre collectivité. Et ensuite, un avenant de 80 000 € sur les dépenses du ramassage des déchets. Donc, on voit qu'il faudra qu'on soit extrêmement attentif à la fois à la manière, mais aussi au coût lié à ce traitement et au ramassage des déchets, puisque ça a un impact fort sur notre budget. Bon, vous constatez que cette part sur le transport scolaire est affectée au budget principal.
Ça, c'est dans l'attente justement d'être réactualisé sur le budget annexe, qui n'a pas pu être fait dans l'immédiat à cause de certaines questions de TVA. Voilà. Pas d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre cette décision modificative? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Jean-Jacques, je te cède la parole. Merci. Oui, ça marche. Donc je continue le deuxième point concernant donc budget annexe assainissement DSP, c'est la décision modificative numéro 3. Ce budget annexe concerne donc l'assainissement collectif sur la ville de Bergerac. Et donc à partir de là, ces écritures ont pour objet de corriger la reprise des résultats suite à l'adoption des procès-verbaux de transfert et d'intégrer les écritures liées à la récupération de la TVA. L'équilibre de cette section d'investissement est atteint en augmentant les crédits pour les travaux à hauteur de 601 960,70 €. Donc vous avez le tableau en bas de la page 2 qui concerne donc sur l'investissement, donc la reprise du solde d'exécution d'investissement qui est compensé par 601 960,70 € et les 5 000 €. En opération d'ordre sur la recette, la TVA, donc puisque Bergerac percevait la TVA, donc il y a lieu de la récupérer aussi sur les équilibres entre le 0,41, le 23,15 et le 27,62. Voilà, Président, ce que vous voulez dire sur cette DM du budget annexe. Pas de commentaire particulier de ma part. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit. Le point numéro 3, toujours pareil, budget annexe assainissement, régie TVA, c'est la DM numéro 3. Et donc ces écritures ont pour objet de transférer des crédits afin d'acquérir 3 terrains pour l'installation de postes de relevage sur la commune de Saint-Pierre-des-Hérault. Et vous le voyez juste au-dessus dans la section d'investissement. On bascule donc les 3 500 € du poste 2315 vers le poste 2111. Est-ce qu'il y a des questions sur cette DM? Donc je vous propose de la passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, merci. Je garde la parole pour le point numéro 4 concernant les refacturations intervenant dans le cadre des compétences transférées, donc sur les montants 2019. Donc le Conseil communautaire avait approuvé en date du 26 novembre 2013 le montant des attributions de compensation telles qu'elles étaient proposées par le rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, qu'on appelle communément la CLECT. Dans ce cadre, et compte tenu des modalités de fonctionnement propres à chaque commune qui se trouve être à cheval sur plusieurs compétences, il s'est avéré nécessaire de maintenir un certain nombre d'opérations donnant lieu à des refacturations entre les communes et la communauté d'agglomération. Donc plusieurs types de situations peuvent se rencontrer. On a de la mise à disposition de locaux, on a de partage de frais dans le cas d'équipements avec des affectations multiples, et on a aussi le cas de mise à disposition de personnel. Donc je vais vous dispenser la lecture de chaque commune, dans quel domaine elles sont concernées, mais vous avez le détail. Je vais passer au tableau récapitulatif que vous avez en haut de la page 6, où vous avez donc les communes concernées avec les montants, soit dans le cadre des montants à facturer par les communes dans le cadre de la CLECT à la CAB, donc Bergerac 356 448 €, Cour de Pile 1 386 €, Ginesté 2 928 €, La Force 36 561 €, La Monzie-Saint-Martin 8 138 €, Moulédier 1350, Prigorieux 61 593, Saint-Germain-et-Mont 2670, Saint-Laurent-des-Vignes 623 €, et Sigoulès et Flaujac, il y a un petit rectificatif que je vous porte à votre connaissance ce soir. Ce n'est pas 32 000, mais c'est 26 302,59 €, puisqu'aujourd'hui on s'était rendu compte qu'il y avait des frais de personnel qui avaient été imputés sur 2 domaines, donc il y avait lieu d'apporter un rectificatif. Ce qui fait un montant total sur ces montants à facturer à la CAB de 498 € et 51 centimes. Sur les montants à facturer par la CAB aux communes, donc ça c'est le mouvement inverse, Bergerac,
On doit le facturer 72 603 €, La Force 7 441 €, Prigorieux 20 088 €, Saint-Laurent-des-Vignes 6 126 € et Sigoulès et Flojac 3 287 €. Ça, c'est bon. En dehors de la collecte, donc les montants à facturer par les communes: Bergerac 60 435 €, La Force 5 205 €, Saint-Sauveur 12 278 € et Sigoulès, Flojac, là aussi il y a une petite modification, 23 332 € au lieu des 21 579 €. Ce qui fait que le total dans cette colonne n'est pas de 99 000 €, mais 101 251,75 €. Et à l'inverse, montant à facturer par la CAB à une commune en dehors de la collecte, pour Sigoulès, c'est 8 145,27 €. Bien évidemment, vous avez toutes les explications préalables à ce tableau dont je vous ai dispensé d'en faire la lecture. Voilà, si vous avez des observations ou des remarques, la parole est à vous. Oui, juste une petite observation, une petite remarque concernant Prigorieux. Je ne suis pas certain du chiffre de 20 088,60 du fait de l'arrêt de la mise à disposition d'un agent à la fin du mois d'octobre. Peut-être à vérifier, comme c'est comment Ok, autant pour moi, c'était 2019, j'ai rien dit. Merci. Ah oui, l'année n'est pas bouclée. Ça baissera l'année prochaine, Olivier. Tu auras le temps de le calculer. Y a-t-il des questions? C'est pas simple, parce qu'il y a quelques petites modifications, donc n'hésitez pas, les clarifications peuvent vous être apportées. Pas d'objection du maire de Sigoulès? Non, mais il était d'accord. Je l'ai vu. On est bien d'accord. Bon, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Merci. Au point numéro 5, il s'agit de l'attribution de fonds de concours enveloppe exceptionnelle pour le plan de relance. Donc, vous connaissez bien maintenant ce dispositif. Comme je le disais tout à l'heure, il a été réactualisé par rapport à des demandes récentes. Et, du coup, on en a profité pour prendre en compte des demandes des communes qui étaient arrivées à l'issue de l'envoi des dossiers. Donc aujourd'hui, vous avez la liste récapitulative sur la table. Je crois que c'est pour nous tous une vraie satisfaction de voir que ce levier sur lequel nous avions fondé des réels espoirs de soutien à l'économie a été suivi des faits, puisque c'est pas moins de 1 071 000 € qui ont été dépensés sur notre territoire, en cumulant les efforts communaux et celui de la communauté d'agglomération, en sachant qu'aujourd'hui, seules 5 communes n'ont pas encore utilisé ce dispositif. Dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 27 novembre pour le faire. J'ai pas de crainte pour que vous le fassiez. Oui, une vraie satisfaction de voir ce dispositif avoir fonctionné de manière efficace pour le soutien à nos commerçants, à nos artisans locaux. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il n'y en a pas. Je vais à nouveau revenir sur des chiffres. Pour la ville de Prigorieux, je vais à nouveau revenir sur des chiffres. Pour Prigorieux et la Mondie-Saint-Martin, ça doit être une faute de frappe puisque le montant n'est pas exact. C'est 13 157 pour les deux communes, je pense. Voilà. Merci. On va corriger, Olivier. En effet, c'est bien les montants qui sont... On essaye de profiter des communes... Non, pas du tout. Tout le monde est d'accord pour qu'on fasse avancer ce dossier? Personne n'est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. On va passer au point suivant. Il s'agit toujours de soutenir les entreprises de notre territoire. Vous vous rappelez d'un épisode assez délicat, d'un incendie toujours sur Prigorieux, malheureusement. Une entreprise donc, qui a subi un incendie fort heureusement sans dommages corporels. Et nous sommes, avec le maire de Prigorieux et le maire de Bergerac, à l'écoute des besoins de cette entreprise depuis ce sinistre.
Donc une solution a été trouvée à Lamonzie-Saint-Martin, donc avec le maire de Lamonzie, Thierry Repetou. Donc on a rencontré récemment les responsables, pas plus tard que la semaine passée, pour concrétiser un projet de réinstallation. Ça, c'est la vraie satisfaction de ce sujet, c'est que cette entreprise ne va pas sombrer, donc elle va se réinstaller à Lamonzie-Saint-Martin. Donc ça, c'est important, les 50 emplois sont sauvés. Quelques aménagements devront être faits en termes de voirie et de prévention des inondations sur ce site. Les services de la communauté ont été extrêmement réactifs sur le sujet. Mais en attendant, le sujet qui nous importe, il s'agit de les soutenir aussi dans leur capacité à stocker les produits finis sur le site de l'ESCAT. Donc on avait préalablement proposé de leur louer un bâtiment, et nous proposons, pour les aider encore dans cette démarche, dans cette période de transition, de reprise économique, de leur faire la gratuité des loyers sur 3 mois, pour les accompagner, puisque je rappelle qu'ils ne sont pas encore réinstallés sur la Monzie. Ça devrait se faire dans les semaines qui viennent. Donc voilà, on voulait vous proposer de leur offrir, de leur permettre d'avoir la gratuité de stockage sur le site de l'ESCAT, sur le bâtiment que nous leur dédions à cet effet. 3 mois pour faire face à cette crise sanitaire. Donc les mois vous les avez de cet été, les mois passés, pour la gratuité de stockage sur le site de l'ESCAT. Voilà, avez-vous des questions sur le sujet ? Monsieur Thierry, tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est bon ? Il était complet. Bon. Pas de questions sur... Olivier. Juste rajouter une information, effectivement, le soutien à cette entreprise a été important, et je remercie tous les acteurs et tous ceux qui ont participé à ce soutien. Les nouvelles de cette entreprise sont bonnes, on va dire, puisqu'ils ont redémarré leur production, ils ont fait partir leur première production Made in l'ESCAT, on va dire. Donc, ce qui fait qu'ils reproduisent complètement, et c'est une très bonne nouvelle, et ça va leur permettre de les consolider et d'arriver à la Lamonzie-Saint-Martin avec de bonnes bases techniques et financières. Voilà, merci à tous. Pas d'autres questions ? Est-ce que quelqu'un est contre ? S'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 7, c'est le droit à la formation des élus, et c'est Pascal Létay qui rapporte ceci. Oui, donc l'article du Code général des collectivités territoriales dispose que les membres d'un conseil communautaire ont droit à une formation, et dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil communautaire doit délibérer sur l'exercice du droit à formation de ses membres. Le montant prévisionnel des dépenses de formation est compris entre 2 et 20% du montant total des indemnités de fonction. Le droit à la formation s'élève à 18 jours par élu et pour toute la durée du mandat. Les frais de formation comprennent les frais de déplacement et de transport et les frais de séjour, les frais d'enseignement et la compensation de la perte éventuelle de salaire. Les thèmes privilégiés de formation sont les fondamentaux de l'action publique locale, les formations en lien avec les délégations ou à l'appartenance aux différentes commissions. Et il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 14 000 € soit consacrée chaque année à la formation des élus, ce qui représente 5% de l'indemnité des élus. Donc, les membres du Conseil sont invités à approuver les thèmes privilégiés de formation et l'enveloppe budgétaire annuelle consacrée à la formation des élus et inscrire au budget les crédits correspondants. Merci, Monsieur Delteil. Y a-t-il des questions ? Donc, évidemment, la formation est un point important dans le dispositif des élus. Donc, il est tout à fait légitime d'ouvrir cette possibilité à chacun des groupes constituant notre Assemblée. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre ? S'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je redonne la parole à Pascal Delteil pour poursuivre. Oui, la communauté d'agglomération est assurée pour le dommage aux biens, la flotte automobile, la protection juridique et la responsabilité civile auprès de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales qui fonctionne selon un modèle mutualiste. Donc depuis 2014, la communauté d'agglomération est mandataire à cette société. Les mandataires sont élus par les sociétaires au scrutin de liste par section de vote régional. Et selon le principe mutualiste, un sociétaire a une voix dans chacun des 3 collèges. Donc les mandataires mutualistes élus composent l'Assemblée générale délibérante de la SMACL,
assurances et détiennent un droit de vote. Il se prononce sur les comptes annuels, les orientations stratégiques et la gestion de la société lors de l'Assemblée générale. Suite aux élections, la communauté d'agglomération doit désigner son représentant au comité des mandataires. Les membres du conseil communautaire sont invités à approuver que François Duhan, directeur général des services adjoints, continue à représenter la communauté d'agglomération bergeracoise au comité des mandataires de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales. Pas de questions. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Et Pascal, tu poursuis s'il te plaît. Alors, l'adoption du règlement intérieur du Conseil communautaire, donc conformément aux dispositions de l'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil communautaire doit adopter un règlement dans les 6 mois suivant son installation. Il est donc proposé un règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil communautaire, du Bureau communautaire, du Conseil d'orientation, des commissions de travail, de la Conférence des maires, de la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Les principales modifications, comme vous avez eu dans le détail, portent sur l'article 2, transmission des convocations par voie dématérialisée ou à la demande des conseillers communautaires par écrit, l'article 25, la création d'un conseil d'orientation, et l'article 36, la modulation du montant des indemnités de fonction. Proposition, les membres du conseil communautaire sont invités à adopter ce nouveau règlement intérieur. Pas de questions. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Pascal, tu conserves la parole. Alors, par délibération 2020-147 du 21 septembre 2020, le Conseil communautaire a approuvé la création des 14 commissions communautaires suivantes: finances, ressources humaines, économie, emploi, commerce, santé, travaux, culture et communication, tourisme, urbanisme, mobilité, politique de la ville, habitat, ruralité, enfance, jeunesse, sport, environnement, transition énergétique, numérique, eau et assainissement, GEMAPI et les déchets. Ces commissions sont composées de conseillers communautaires ou municipaux qui se sont portés volontaires à la suite de l'appel à candidature. Elles sont de droit présidées par le président. Il est proposé que les vice-présidents et les délégués du bureau soient membres des commissions relevant de leur délégation. Ces désignations sont soumises au vote du conseil communautaire. Donc, comme vous pouvez voir, à la commission culture, je vais vous passer la lecture de tous les noms. Il y a 42 inscrits, culture et communication. Commission déchets, 47 inscrits. Commission eau, assainissement, GEMAPI, 46 inscrits. À la commission économie, emploi, commerce, 42 inscrits. À la commission enfance, jeunesse, sport, 45 inscrits. La commission environnement, transition énergétique, numérique, 48 inscrits. La commission finances, 38 inscrits. La commission mobilité, 31 inscrits. La commission politique de la ville, habitat, ruralité, 33 inscrits. La commission ressources humaines, 25 inscrits. La commission santé, 41 inscrits. La commission tourisme, 41 inscrits. Et la commission travaux, 51 inscrits. Et la commission urbanisme, 47 inscrits. Donc les membres du conseil communautaire sont invités à approuver la composition des 14 commissions. Merci Pascal. On voit qu'il y a une réelle appétence de nos conseillers municipaux à venir participer à nos commissions communautaires et je m'en réjouis. Écoutez, ne soyons pas effrayés par le nombre un peu important au départ. On voit qu'il y a une certaine turnover et une certaine rotation qui s'exerce. Et il vaut mieux gérer un grand nombre qu'un trop petit nombre, parce que ces commissions doivent fonctionner et justement permettre de répercuter au sein des conseils municipaux les informations et le fonctionnement de la communauté d'agglomération. Oui, M. Bordier. Bon, même si ça marche pas, si ça marche. Oui, en fait, il y a un oubli dans la commission enfance, jeunesse, sport. C'est mon nom. Voilà. Si possible. On va faire la correction. Alors, ces situations ne sont pas figées. Hein. S'il y a d'autres personnes qui veulent s'inscrire, voilà. Ouais, évidemment, elles seront acceptées. Alain, oui. Oui,
Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que dans ces commissions, bon, il a été dit parce que les vice-présidents et les délégués du bureau soient membres des commissions relevant de leur délégation. C'est plutôt eux qui vont, au départ, mettre en place ces commissions. Je souhaiterais que le nouveau tableau, avec les oubliés, mette en tête ces gens qui auront la responsabilité de mener ces commissions dans chaque commission. Ça serait pour les élus des communes, ça serait bien d'avoir un petit peu les coordonnées et de savoir qui c'est qui va gérer un petit peu ou mener un petit peu les débats dans ces commissions. Très bien, Alain, on fera cette clarification pour que les choses soient bien identifiées par l'ensemble des conseillers municipaux. D'autres interventions? Il n'y en a pas? Est-ce que tout le monde est d'accord pour valider à ce stade la composition des commissions? Oui, Thierry. Je voudrais savoir où on pourrait faire les réunions pendant la pandémie. Si on a des réunions, est-ce que c'est suspendu pour le moment ou on attend que ça aille mieux? Oui, je crois que on va sans doute attendre que la situation se calme un peu pour faire des réunions de commission, parce que ça ne revêt pas un caractère d'urgence absolue. Et on voit à quel point c'est un peu délicat de réunir un format assez important. Donc je crois que Thierry, on va attendre un petit peu avant de réunir ces commissions. D'autres interventions? Tout le monde est d'accord? Personne n'est contre? Personne ne s'abstient? Adopté à l'unanimité. On va passer au point numéro 11 pour la création de la SEM pour gérer le site de Quai Cyrano. C'est Daniel Rabat qui a la parole. Oui, merci Président, bonsoir à tous. Le point numéro 11 concerne essentiellement la constitution d'une société d'économie mixte pour gérer donc le Quai Cyrano. Personne d'entre vous n'ignore qu'il y a eu, donc la CAP bénéficie d'un bail emphytéotique de 25 ans sur les bâtiments. La CAP qui a entrepris de gros travaux d'investissement importants. L'objectif, vous le savez, c'est de mutualiser les moyens humains des deux structures, c'est-à-dire l'IVBD, c'est-à-dire l'interprofession des vins de Bergerac, Duras et l'Office du tourisme, et de mutualiser en fait des activités de service public, des activités commerciales qui sont rapportées ici dans la teneur de la délibération. Voilà. Toute la structure aujourd'hui, sachez que depuis ce matin, je crois, la totalité de l'Office du tourisme a quitté les locaux que la ville de Bergerac, enfin qu'ils occupaient dans les locaux de la ville de Bergerac. L'Office de tourisme se trouve maintenant là-bas au Quai Cyrano, côté place Keyla. Il a donc été décidé de créer une société d'économie mixte, le tout en attendant l'entrée au capital, de la créer pour qu'elle soit créée avant le 1er janvier prochain, le tout avant l'entrée possible au capital de la Caisse des dépôts et consignations par la Banque des territoires. Vous savez que dans une société d'économie mixte, c'est le secteur public qui est majoritaire, qui doit être au maximum à 85%, et après il y a le secteur privé. Vous avez donc ici le secteur public qui est constitué par la CAB, par le département de la Dordogne et par les 3 EPCI qui travaillent de concert d'ailleurs avec nous. La totalité de l'apport au capital des structures du secteur public, ce sera 144 000 euros sur les 240 000 euros du capital social. Le reste du capital social viendra de l'IVBD et de l'association Tourisme, qui est une association, non pas de l'Office du tourisme, mais c'est une association de gens qui travaillent avec l'Office du tourisme. Le conseil d'administration sera composé de 16 membres, 10 pour le secteur public et 6 pour le secteur privé. Il y aura une présidence tournante entre le public et le privé. Voilà, vous avez dû prendre connaissance des projets de statut de la société d'économie. Ce sont des statuts habituels, communs, il n'y a rien de très particulier. Il faut décider de la participation de la CAB au capital social à hauteur de 100 000 euros, désigner un représentant à l'Assemblée générale et désigner 6 représentants au conseil d'administration. Le représentant à l'Assemblée générale serait le président de la communauté d'agglomération. Les 6 représentants au conseil d'administration, ce sont déjà des membres qui en font partie, c'est-à-dire Roland Frey, Jean-Jacques Chaplet, Jonathan Priolo,
Frédéric Delmarès, Pascal Prévost et moi-même. Voilà, Président, je vous laisse procéder au vote de cette délibération. Et je reste à votre disposition s'il y a des questions. Merci Daniel pour l'intervention. Pour la représentation de la ville de Bergerac, je vais proposer que Laurence Rouen siège et non pas moi-même. Voilà. En ce qui me concerne, pas d'objection. Ça apportera un peu de féminité à notre groupe de 6. C'est toujours important. Avant de procéder au vote, certaine satisfaction quand même de voir la composition de cette future SEM, puisqu'avec la présence du département à nos côtés pour participer à cette promotion touristique du Bergeracois, et de voir aussi que s'amorce avec la participation de nos 3 collègues présidents des EPCI limitrophes un vrai élan touristique commun qui s'amorce dans la gestion de cette société d'économie mixte. Et donc, on peut largement espérer que dans les mois qui viennent, on puisse travailler à un projet commun sur l'ensemble de ce territoire qui représente pas moins d'un quart du département, une grande partie de la vallée de la Dordogne jusqu'aux portes du Sarladé. Et c'est vrai que à travers cette création de la SEM, on voit plusieurs messages qui sont envoyés à l'ensemble du département et des opérateurs touristiques, et un vrai message commun qui me paraît important de souligner, puisque les 3 EPCI et le département ont accepté de composer les partenaires publics, qui sont majoritaires dans une SEM, comme vous le savez. Alors, le petit bémol, c'est qu'à ce stade, la Caisse des dépôts et consignations ne rentre pas dans le capital, mais des contacts forts sont noués avec M. Martinez, le directeur régional de la Caisse des dépôts, que nous recevrons bientôt avec le maire de Bergerac et le président du département pour parler de leur participation vraisemblablement sur l'année 2021, ce qui nous permettra de faire évoluer aussi les participations des autres partenaires publics. Voilà les informations que je pouvais vous apporter sur ce sujet, mais n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Nous sommes là avec Daniel Rabat et les personnes qui travaillent sur le dossier, notamment Pascal Prévost et Roland Frey pour vous donner le maximum d'éléments sur ce dossier qui est intéressant et important pour le Bergeracois. Pas de questions, on a été suffisamment complet avec Daniel. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Alors, donc, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et nous allons passer au point suivant. Il s'agit de renoncer à l'attribution d'une subvention. Vous savez que dans le cadre du plan de relance économique, nous avions espéré pouvoir participer à un fonds de relance initié par le département. Ce projet ne voulait pas être concurrent des autres dispositifs, mais justement compléter les dispositifs précédents, puisque évidemment on pensait que certaines petites TPE et entreprises pouvaient passer à travers les mailles du filet, mais hélas, le préfet, les services de l'État ont retoqué ce dispositif au prétexte quelque peu légitime, mais un peu désolant que la compétence économique n'est plus aujourd'hui dans le dispositif des compétences du département. Donc je vous propose de retirer cette délibération et les fonds qui s'y rapportent, d'autant qu'une réaffectation de ces fonds vous a été proposée dans une DM précédente. Donc on veut évidemment qu'il y ait une cohérence entre les dispositions. Et c'est pour ça qu'on vous propose de retirer cette délibération. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, on a été clair. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vais passer la parole à Marc Liturgie pour parler de zone humide. Marc. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, dans cette délibération, il s'agit de marier les intérêts de la CAB
et de la CCBDP, c'est-à-dire la communauté de communes Bastide Dordogne et Périgord, pour les cours d'eau qui ne rentrent pas dans les communes de la CAB, où on retrouve des besoins similaires, et on a d'ailleurs déjà entrepris le travail pour la réalisation d'un inventaire des zones humides. Il est apparu donc plus rationnel de se regrouper pour réaliser cette étude et obtenir ainsi des tarifs plus compétitifs. La mutualisation de nos besoins dans le cadre de procédures d'achat et de passation des marchés publics vise bien entendu à réaliser des économies. La convention constitutive de groupement de commande prévoit que la CAB soit le coordonnateur, qu'une commission ad hoc présidée par le coordonnateur attribue le marché et que les frais de mise en œuvre du groupement soient supportés par chacun des membres à part égale. Voilà, ce n'est que pour finaliser le travail qui a été commencé et qui est commun et où nous avons eu une première réunion le 17 septembre 2020. Donc, il vous est proposé d'approuver cette délibération, bien sûr. Merci Marc. Il s'agit évidemment d'un document très important et qui va nous protéger dans nos analyses de l'utilisation foncière. Et on a des vrais débats de fond sur ces sujets, notamment sur la constructibilité ou pas de certaines zones. Donc c'est un document qui sera le bienvenu pour étayer toutes ces réflexions et toutes les décisions que nous aurons à prendre. Y a-t-il des questions, des observations? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci Marc. Je reviens un instant sur la délibération précédente pour vous dire que, en effet, on a supprimé la participation au fonds départemental et ces fonds ont été réaffectés à hauteur de 111 000 euros. Jean-Jacques Chaplet et Laurent Fauveau me le faisaient remarquer, au bénéfice de la voirie. Voilà, donc que ceux qui défendent ardemment la voirie, et je sais à qui nous pensons tout de suite, c'est 111 000 euros qui ont été réaffectés sur ce dossier. Le point suivant, il s'agit de la signature d'une convention avec l'État pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage, et c'est Fatia Bancal qui nous rapporte ce dossier. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'État attribue aux collectivités gestionnaires d'aires d'accueil des gens du voyage une aide au fonctionnement. Le versement de ces aides est conditionné à la signature d'une convention que vous avez trouvée en annexe. Cette aide de l'État est de 3 662,99 € par mois. Cela représente pour la communauté d'agglomération bergeracoise 43 955,85 € par an. Ce montant se décompose en deux parties. Une aide de 24 408 € représentant un montant annuel de la part fixe et une deuxième aide de 19 547,85 € représentant un montant annuel provisionnel initial de la part variable. Pour bénéficier de cette aide, la CAB doit fournir chaque année un bilan intermédiaire du montant des aides versées, des droits d'usage recouvrés et des dépenses de fonctionnement. La proposition qui est donc faite ce soir aux membres du Conseil communautaire sont invités à adopter la convention et à autoriser le président à signer la dite convention. Merci, Monsieur le Président. Merci, Patia. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Point suivant, il s'agit de droit de préemption renforcée et c'est Christian Bordenave qui nous rapporte le dossier. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc il s'agit d'une institution du droit de préemption urbain renforcé sur les zones urbaines de Bergerac. Donc, par délibération du 13 janvier 2020, le Conseil communautaire de la CAB a instauré un droit de préemption urbain simple sur les zones U et AU sur les 38 communes de la CAB. Je suis obligé de lire un certain nombre d'articles qui sont importants juridiquement, donc excusez-moi. Je pensais pouvoir raccourcir, mais ça me paraît un petit peu compliqué. Donc, l'article L211.4 du Code de l'urbanisme précise que le droit de préemption simple n'est pas applicable à l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués par un seul local, à usage d'habitation, à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux annexes,
soit par un ou plusieurs locaux annexes d'un tel local compris dans un bâtiment effectivement soumis à la date du projet d'aliénation au régime de la copropriété. C'est surtout pour cela d'ailleurs que l'on instaure, c'est pour le régime en matière de copropriété. Cette copropriété doit être issue d'un partage total ou partiel d'une société d'attribution ou en l'absence d'un tel partage, son règlement de copropriété doit avoir été publié au service de publicité foncière depuis au moins 10 ans afin d'échapper au droit de préemption. Cet article également précise qu'il n'est pas applicable aux actions ou parts de sociétés coopératives de construction et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation professionnel ou mixte, et également à l'aliénation d'un immeuble bâti pendant une période de 4 ans à compter de son achèvement. Aujourd'hui, le droit de préemption simple n'est plus suffisant pour poursuivre, en vertu des dispositions du Code de l'urbanisme, les actions ou opérations d'aménagement dans la ville de Bergerac. Il n'est pas suffisant non plus pour préempter les lots de copropriété et les immeubles construits depuis moins de 4 ans, ainsi que pour intervenir sur les cessions de parts ou d'actions de sociétés, dont l'instauration d'un droit de préemption urbain renforcé sur la ville de Bergerac s'avère donc nécessaire et permettrait donc la constitution de réserves foncières pour mettre en œuvre la stratégie Action Cœur de Ville sur les thématiques dans un but de redynamisation de la ville de Bergerac. Bon, dans le texte, on vous rappelle les thématiques de la stratégie Action Cœur de Ville. Je ne vous les rappelle pas en matière d'habitat, en matière d'aménagement et équipement collectif, restructuration urbaine, stratégie commerciale, tourisme et loisirs, préservation, patrimoine et espaces verts. Donc vous avez le détail, effectivement, ou la synthèse qui est dans notre délibération. En agissant directement sur le cadre de vie des habitants de Bergerac, la CAP disposera d'un pouvoir d'intervention direct sur l'offre de logement, de commerce, d'équipements publics sur les zones urbanisées, et notamment en centre-ville, dans le quartier de la Gare, en mutation. Ce droit de préemption urbain renforcé permettra ainsi de revitaliser ou d'aider surtout les objectifs de revitalisation du centre-ville de Bergerac et de le rendre plus attractif. Le périmètre de ce DPU renforcé applicable sur le territoire de Bergerac serait celui du périmètre du DPU urbain simple, à savoir les zones U et AU du PLUI, approuvé le 13 janvier 2020. Ainsi, dont les membres du conseil communautaire sont invités à décider d'instaurer un droit de préemption urbain renforcé sur le territoire de la commune de Bergerac, sur l'ensemble des zones urbaines aux aliénations définies et prévues à l'article L211-4 du Code de l'urbanisme, sur l'ensemble des zones U, tous indices confondus, ou d'urbanisation future, les zones qui sont classées AU, délimitées par le PLUI et conformément au plan annexé à la présente délibération. Sont invités également à déléguer au président de la CAB le droit d'exercer au nom de la communauté d'agglomération le droit de préemption renforcé défini par le Code de l'urbanisme, que la communauté en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ce droit renforcé à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions des articles L211-2 et L213-3 du Code de l'urbanisme. Bon, je ne vous dis pas après les mesures de publicité qui sont la règle et que l'on n'oubliera pas bien sûr, les mentions d'affichage, et on transmettra bien sûr la délibération à tous ceux qui doivent la recevoir. Voilà, Monsieur le Président, et je suis bien sûr là pour répondre à des questions s'il y en a. Merci Christian pour cette présentation détaillée. Y a-t-il des questions? Oui, il n'y en a pas. Si, Madame Pael. Alors excusez-moi, je vais poser une question complètement imbécile peut-être, mais je me pose une question, c'est la volonté de la CAP de renforcer les moyens d'intervention fonciers et immobiliers sur la ville de Bergerac, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ville de Bergerac est plus propriétaire de ses biens après? Voilà, je voudrais qu'on m'explique. Non, ce n'est pas une question de propriété, c'est simplement que c'est la CAP qui a aujourd'hui le droit de préemption, qui en est le titulaire, donc il faut simplement renforcer les moyens de la CAP, et c'est la ville bien sûr qui en bénéficiera, puisqu'on la délibération, celle-ci, ne concerne vraiment que la commune de Bergerac sur les zones U et AU. C'est simplement, bon, on ne peut pas vous expliquer, mais on a un certain nombre de cas sur lesquels on veut faire agir le droit de préemption, et il nous fallait absolument cette délibération pour pouvoir l'exercer. D'accord. Et ça va bien sûr dans le sens de l'attractivité. Non, mais ça j'ai bien compris. La seule chose, c'est que je me demandais
si c'était la CAB qui décidait les droits de préemption. Oui, d'accord. Voilà, mais... C'est nous, la ville, enfin, on est ensemble. Oui, je sais bien. Bon, mais voilà, merci. Très bien. D'autres questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'approuver les conventions pluriannuelles d'objectifs pour les associations Overlook et le Melchior Théâtre. Et c'est Serge Pradé qui rapporte le dossier. Merci Président. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comme vous le savez, la culture est particulièrement impactée par cette crise sanitaire. Et dans le cadre de sa politique de soutien aux associations culturelles bergeracoises, la communauté d'agglomération bergeracoise souhaite s'engager aux côtés de l'État, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Dordogne et la ville de Bergerac pour accompagner le développement de 2 associations culturelles emblématiques de son territoire, le Melchior Théâtre et Overlook. Le Melchior Théâtre est une ressource artistique, culturelle et sociale importante et porte un projet significatif pour notre territoire. Par le biais d'une convention pluriannuelle d'objectifs, il s'agit donc pour l'ensemble des partenaires du Melchior de permettre la consolidation de la structure et plus largement de favoriser le développement culturel du territoire bergeracois. La communauté d'agglomération bergeracoise s'engage à aider l'association par le biais d'une subvention de soutien à la création artistique, d'une participation dans le cadre du festival Trafic et d'une contribution via le dispositif de la politique de la ville. Le versement des subventions en participation feront l'objet d'une convention financière annuelle et pourront connaître des modifications selon les contraintes budgétaires. À cette relation financière s'ajoute une coopération en termes d'échange de ressources, personnel, équipements et supports de communication mis à disposition, qui devra être valorisée dans le bilan de l'association. Pour mémoire, l'État a versé comme subvention en 2020 environ 87 000 euros, la région 56 000 euros, le département 45 000 euros, la CAB 20 000 euros et 70% des recettes du festival Trafic, la ville de Bergerac 12 000 euros. Overlook gère pour le compte de la CAB la salle du Roxane, lieu de programmation musicale, d'apprentissage de la musique, d'éducation artistique et culturelle et plus largement favorise le développement du spectacle vivant et de la culture sur le territoire bergeracois, voire au-delà. La communauté d'agglomération bergeracoise s'engage à aider l'association par le biais d'une subvention de soutien à son fonctionnement qui fera l'objet d'une convention financière annuelle qui pourra connaître des modifications selon les contraintes budgétaires. Enfin, la CAB mettra à disposition de l'association Overlook les locaux du Roxane ainsi que les agents de la CAB si besoin, qu'il conviendra de valoriser dans les bilans de l'association. Pour mémoire, en 2020, l'État a versé comme subvention à Overlook 52 000 euros, la région 38 000 euros, le département 35 000 euros, la CAB 90 000 euros et la ville de Bergerac s'est investie dans le prêt de matériel, de moyens humains et dans la communication. Donc il vous est proposé d'approuver les conventions pluriannuelles d'objectifs avec l'association Melchior Théâtre et avec l'association Overlook. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va passer aux autorisations d'ouverture dominicale. Jonathan Priolo qui présente le dossier. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, après un travail de concertation avec les associations de commerçants et les élus, il vous est proposé de retenir 10 dimanches pour la branche commerce de détail, le 10 janvier, le 14 février, les 27 juin, 18 juillet, 29 août, 28 novembre et les 5, 12, 19 et 26 décembre 2021. Pour la branche concessionnaire automobile, suite aux demandes réalisées au niveau national, 5 dimanches vous sont proposés, les 17 janvier, 14 mars, 13 juin, 19 septembre et 17 octobre 2021.
Il vous est donc demandé, mes chers collègues, de donner un avis conforme sur cette demande. Oui, il faut savoir que c'est des demandes faites par les commerçants, et donc du coup, il n'y a pas vraiment rien n'est bridé, c'est juste une harmonisation qui était nécessaire et qui se fait entre les communes pour avoir quelque chose de commun. Et donc, c'est le fruit de cette concertation qui vous est proposée. Pas de questions. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je laisse la parole à Jonathan pour l'acquisition d'un terrain. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, à la délibération du 23 septembre 2019, nous avions décidé l'acquisition par la CAB d'un terrain appartenant à la société Bioinox sur la zone Paul-Loubradou et de la rétrocéder de manière concomitante à la holding VSB Industrie. Alors, cette rétrocession à VSB Industrie prend un petit peu de temps parce qu'elle doit se faire sous la forme d'un crédit-bail immobilier, et donc elle nécessite un délai un petit peu plus important de mise en œuvre que ce que l'on avait prévu. Donc ce qui vous est proposé sur cette année, c'est de pouvoir racheter le terrain qui avait été d'ailleurs précédemment vendu par l'agglomération, qu'on puisse le racheter dès à présent. Et donc on se porterait acquéreur de ce terrain d'une superficie de 17 117 m² pour un montant total de 128 377,50 €, conformément à l'avis des domaines et au prix qu'on avait vendu à ce moment-là. Et dès que la holding VSB Industrie sera prête sur son développement, la communauté d'agglomération revendra sous la forme d'un leasing ce terrain. Oui, c'est un véritable projet industriel qui se dessine sur cette zone d'activité. Donc c'est quelque chose qu'on attend avec une certaine impatience. Mais le contexte et les délais pour constituer les SCI sont quelquefois un petit peu plus compliqués. Donc, mais les choses avancent bien. Et on a rencontré récemment encore M. Bienvenu, qui est aussi impatient de faire avancer ce dossier. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et on poursuit toujours sur les ventes de terrain sur Prégorieux. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le responsable de la société de maîtrise d'œuvre Concept souhaite développer son activité. Dans ce cadre-là, il souhaite se porter acquéreur d'une parcelle d'une surface de 2212 m² au prix de 15 € le mètre carré, soit un total montant de 33 180 € hors taxe. Donc il vous est proposé, mes chers collègues, d'autoriser le président à signer l'acte correspondant aux conditions que je viens d'énoncer, et puis de désigner l'office notarial de la Force pour rédiger cet acte de vente. Merci. Donc, cette zone se remplit assez rapidement. Je pense au grand plaisir des élus prégantins. Et on va se rapprocher en tout cas la réflexion sur la réalisation d'un équipement pour sécuriser la route départementale. Je tends la perche à mon collègue de Prégorieux qui n'en demandait pas tant pour la saisir. Alors, effectivement, cette zone d'activité se remplit bien, puisque toute la façade de la zone d'activité va être construite. Les projets sont là. Donc, il reste encore une quantité de terrain sur l'arrière, mais je sais qu'il y a de bons projets qui se présentent là-dessus. Et ça sera l'occasion, effectivement, de sécuriser cet accès à cette zone d'activité, rendre facile l'accès à ces commerces et en même temps sécuriser cette circulation sur la départementale 32 avec un projet de rond-point, effectivement. Merci Olivier. Jacques plaisante, je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On est toujours sur l'économie avec des aides à l'investissement pour l'entreprise Azélan, l'association Base, la pizzeria Chetoni, SAS Réna, SARL Carabin. C'est Jonathan, toujours. Merci, Monsieur le Président. Je vais présenter l'ensemble des aides et puis s'il y a des questions, on les prendra juste après. La première, vous le disiez, Monsieur le Président, l'entreprise Azélan. Alors, vous la connaissez plutôt sous l'ex-atelier Lattice, spécialisé dans la conception et l'agencement d'espaces de vente en bois.
C'est un projet qui porte sur la restructuration et la modernisation de leur site actuel. Ils souhaitent donc réaliser des investissements assez importants d'un montant total de 784 000 €, un montant important, pour une partie pour la construction d'un nouveau bâtiment pour plus de 380 000 € et une partie sur l'achat du matériel, environ 350 000 €. L'ensemble de ces investissements permettront de créer 3 emplois supplémentaires sur notre territoire, et donc il vous est proposé, dans le cadre de notre participation, d'intervention, 20 000 € pour cette entreprise. La deuxième aide qui vous est proposée, c'est à l'association Base. Vous la connaissez, hein, atelier et chantier d'insertion sur le Bergeracois. Elle a expérimenté depuis 2018 un pôle support d'insertion autour des métiers de la vigne. On l'avait vu plusieurs fois dans le cadre de la politique de la ville et des financements dans le cadre du contrat de ville. Et c'est cette expérimentation qui va perdurer sur notre territoire. Plutôt intéressante, cette opération qui permettra également d'ailleurs d'accompagner les viticulteurs sur la transition écologique viticole vers le bio. Des investissements importants liés à ce projet qui s'élèvent à 90 000 €. Et donc ce projet donnera lieu ensuite à la création d'une dizaine d'emplois sur notre territoire. Ce qui vous est donc proposé, c'est que la CAP pourrait intervenir à hauteur de 12 000 € sur ce projet. Le troisième, c'est l'aide à l'investissement chez Tony, qui est une pizzeria qui a ouvert à Bergerac, 15 rue Mounet-Sully. Des investissements importants à hauteur de 9 550 € pour une pizzeria, avec des travaux d'aménagement et d'acquisition de matériel. La société aujourd'hui emploie 2 personnes et grâce à ces nouveaux investissements embauchera une personne supplémentaire. Ce qui vous est donc proposé, c'est d'intervenir sur ces investissements à hauteur de 1 000 €. L'aide à l'investissement de la SASU Réana sur la commune de Bergerac, qui est donc sa responsable, Madame Arias, a créé un centre de rééquilibrage alimentaire. Elle a fait des investissements de matériel, des investissements immobiliers financés par sa société, qui s'élèvent à un petit peu plus de 13 000 €. Et donc la CAB vous propose, on pourrait intervenir à hauteur de 2 000 € sur ces investissements. Ensuite, l'aide à l'investissement toujours, la SARL Carabin sur la commune de Creys, où Monsieur Carabin est actuellement gérant d'une boulangerie-pâtisserie sur la commune de Trémola depuis 6 ans. Il a ouvert une boulangerie-pâtisserie-sandwicherie sur la commune de Creys. Il a réalisé des investissements en matériel, des aménagements pour un montant d'un petit peu plus de 70 000 €. Et il envisage de créer 3 emplois supplémentaires sur notre territoire. Et donc la CAB est sollicitée et on pourrait apporter notre contribution à hauteur de 4 000 €. Ce qui vous est donc proposé, mes chers collègues, c'est d'accorder une subvention de 20 000 € sur l'aide aux entreprises à l'entreprise Azélan, 12 000 € pour les investissements de l'association Base, 1 000 € pour les investissements de la société chez Tony, 2 000 € sur les investissements de la SASU Réana et 4 000 € sur les investissements de la SARL Carabin, et à autoriser le président à signer les conventions fixant les conditions de versement de cette aide. Merci, Jonathan. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre ce soutien aux entreprises? Personne n'est contre. S'abstient. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au point suivant. Il s'agit d'acquérir un terrain. Non, c'est une convention. Je vais sauter une page. Non, c'est bien. Acquisition d'un terrain sur la commune de Sigoulès-Fleujac pour la réalisation d'une station d'épuration. Jean-Louis, pardon. Merci, Président. Donc, effectivement, la communauté d'agglomération bergeracoise souhaite se porter acquéreur d'une partie de parcelle située au lieu d'Imotin sur la commune de Sigoulès et Fleujac afin de refaire l'ensemble de la station d'épuration. Ce terrain appartient à Madame Karine Verniac. Cette acquisition s'inscrit donc dans un projet d'intérêt communautaire pour la réalisation de la station d'épuration et dans le cadre de la compétence assainissement eaux usées. Ce terrain est d'une surface d'environ 13 500 m², cadastré à la section A numéro 131, conformément au plan joint en annexe, et le prix proposé de vente de ce terrain est de 2 € du mètre carré, soit un montant de 27 000 €. Cette emprise est située à proximité de la parcelle communale où est implantée la station d'épuration actuelle,
permettra de réaliser les travaux de renouvellement de cette installation ainsi que la création de filtres plantés de roseaux. Donc, il est proposé à la charge de la communauté d'agglomération bergeracoise de désigner l'office notarial 34 boulevard Victor Hugo à Bergerac pour rédiger l'acte à intervenir. Voilà, Président. Merci, Monsieur le maire. Évidemment, c'est un projet qui va dans le bon sens puisqu'il s'agit d'aller plus loin dans le traitement des eaux usées. Et donc, l'opportunité d'acquérir ce foncier permet d'avancer dans cette perspective-là. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous propose de passer ensuite une convention tripartite entre le conseil départemental, la CAB et la commune de Bergerac, et c'est Christophe Gauthier qui nous présente ce dossier. Merci, Président. Par délibération du 18 mars 2013, la commission permanente du conseil départemental de la Dordogne a approuvé la convention numéro 2013-77 relative aux conditions de réalisation des travaux du contournement ouest de Bergerac entre le département de la Dordogne et les communes de Bergerac, de Prigorieux et de Saint-Laurent-des-Vignes. Cette convention prévoyait notamment les conditions de transfert des routes départementales numéro 13, 32, 34 au domaine public routier et communal des communes de Bergerac et de Prigorieux. Ainsi, la section de la route départementale numéro 32 visée à l'annexe de la convention 2013-077 a fait l'objet d'une réfection de revêtement en 2019 et 2020, à l'exception de la section constituée par le giratoire Bellegarde et la rue Mounet-Souly. En effet, la communauté d'agglomération bergeracoise devait entreprendre des travaux d'aménagement sur la rue Mounet-Sully et le giratoire Bellegarde dans un délai non connu à ce jour. Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la CAB dans le cadre de la délibération 2017-209 du Conseil communautaire du 13 novembre 2017 portant définition de l'intérêt communautaire. Ainsi, afin d'optimiser la coordination de travaux, il a été décidé d'un commun accord entre les parties que la CAB réaliserait l'ensemble des travaux. Les conditions de réalisation des travaux sur la route départementale numéro 32, ainsi que les conditions de transfert de domaniabilité prévues à la convention 2013-077 sont donc modifiées. Les travaux de réfection du revêtement de chaussée et de signalisation horizontale de la section de la route départementale numéro 32 sont estimés par le département à 23 750 € hors taxe, soit 28 500 € TTC. Le département versera donc une participation financière forfaitaire et définitive à la CAB, maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement au droit de la rue Mounet-Sully et du giratoire Bellegarde à hauteur de 23 750 €, correspondant aux travaux de chaussée et de signalisation horizontale que le département aurait dû réaliser sur cette section. Afin de réaliser les modalités administratives, techniques et financières de cette opération, il est nécessaire d'établir une convention entre le département de la Dordogne, la communauté de Bergerac, la commune de Bergerac et la CAB. Le projet de convention est annexé. Donc, le conseil communautaire est invité à approuver les dispositions inscrites dans le projet de convention et autoriser le président à signer la dite convention. Merci Christophe. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Écoutez, je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Vous avez la liste des marchés qui ont été attribués récemment. Je voulais vous signaler plus particulièrement la conclusion d'un marché avec la société Formalix pour l'élaboration du programme de la scénographie sur l'espace Cyrano. Donc c'est un vrai dossier que nous attendons avec impatience pour lancer les travaux de réalisation de cet espace Cyrano sur la maison quai Cyrano, pour finir justement ce dossier. Donc le comité d'experts va pouvoir se réunir sous cette maîtrise d'œuvre et faire avancer ce dossier. Voilà, je voulais vous remercier d'être venus si nombreux quand même en ces temps pas si simples pour se déplacer et de supporter pendant de nombreuses minutes ce masque qui est assez désagréable, il faut le reconnaître, et de votre participation active. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Merci.
Ah, Monsieur Castan voulait prendre la parole. Il ne se manifeste pas très fort, il est fatigué. Avant que vous... Ça marche, s'il vous plaît. Oui. Avant de partir, il était prévu un point sur la situation du numérique et puis de la téléphonie mobile, mais bon, nous n'avons pas d'écran ce soir, donc je vous propose, en plus, de le mettre à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire, et on en profitera, je demanderai à Stéphane Fradin de faire un point aussi sur la zone AMI de Bergerac, parce que, comme le numérique, il y a beaucoup d'avancées sur la commune de Bergerac. Voilà, merci.